Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'écrivain Michel Bussy. On parle de son livre Code 612, qui a tué le petit prince. Et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Michel Bussy. Bonjour. Vous êtes le roi du polar, l'un des auteurs les plus lus en France. Vos livres sont traduits dans une trentaine de langues. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Michel Bussy, vous êtes né à Louviers et vous avez d'abord grandi à Manoir-sur-Seine, un environnement rural, des champs, des usines et aussi le bibliobus qui passe chaque semaine. Vous découvrez la lecture avec, entre autres, Lancelot, agent secret. Ouais, Lancelot, agent secret. Par lieutenant X. Je n'ai jamais su qui était le lieutenant X qui écrivait les aventures de Lancelot. C'est pas vrai, il y a encore des mystères pour vous. Lieutenant X, on ne sait pas qui c'est d'ailleurs. C'est un appel qu'on peut lancer. Qui est le lieutenant X ? C'est pas une boutade, vous savez pas. Non, je sais pas, je vais pas chercher non plus, mais ceux de ma génération se rappelleront sans doute du lieutenant X. On lance le sujet. Puis vous déménagez à Pont-de-l'Arche avec votre maman qui est institutrice. Là, vous explorez un monde plus urbain et surtout la médiathèque de la ville. Et comme vous êtes un petit garçon très curieux, c'est extraordinaire pour vous cette médiathèque. Et puis à la maison, il y a un certain nombre d'interdits, comme la télévision qui est bannie, mais c'est inévitable quand on est un enfant d'enseignant, je crois. Oui, ça c'est. Mais je reproduis la même chose. Voilà, on n'avait pas le droit à la télé le soir, et donc le lendemain matin, évidemment, tous les enfants racontent, tous les copains racontent ce qu'ils ont vu à la télé, et nous on est comme des idiots. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mis à inventer des histoires, pour raconter aussi des histoires. Comme j'avais pas la télé, j'étais obligé de les inventer. Vous avez la télé maintenant chez vous ? Ouais. Moi aussi, mais quand j'étais petit, je l'avais pas. Parents prof, exactement pareil. Au collège, vous découvrez Ray Bradbury, Barjavel, Serge Brussolo et surtout Agatha Christie. Quand vous lisez Mort sur le Nil, c'est une révélation. Vous adorez la construction de l'intrigue, vous déchiffrez son style, les rebondissements qu'elle offre au lecteur. Et puis vous vous mettez vous aussi à écrire. Ce que vous aimez faire, c'est inventer la suite du livre que vous venez de lire. Déjà petit, vous vous considérez comme un inventeur d'histoires. Des histoires parfois pas même écrites, ce sont des ébauches de personnages et d'intrigues qui trottent dans votre tête. Comme un musicien qui invente des airs de musique, vous, ce sont les histoires. C'est exactement ça, c'est des personnages, des histoires qui me hantent en fait. Ils sont là dans ma tête et le seul moyen de les faire sortir, c'est d'écrire l'histoire. Tant que le roman n'est pas en librairie publié, les histoires continuent de me hanter, parfois jusqu'à, comme le Petit Prince, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Pardonnez-moi, hanter, c'est un verbe douloureux. Ça vous hantait vraiment en ce sens-là ou... Non, c'est pas douloureux, mais enfin, ils sont là, ils continuent de grandir, ils continuent de mûrir, et ce qui leur arrive n'est pas terminé. Donc oui, c'est vraiment hanté. Enfant, déjà, vous aimez les jeux de mots, les calembours. À 12 ans, vous inventez carrément un 5e évangile bourré de jeux de mots, justement. Oui, tout à fait. J'ai des agendas entiers remplis de vannes, de calembours. D'ailleurs, mon rêve, ça aurait été d'être chroniqueur radio, mais voilà, c'est fini écrivain. C'est un peu fini les calembours quand même, hein. Non ? Non. Comment vas-tu, Yo de poil ? Ah bon, ça vous fait rire encore les calembours ? Oui, mais de toute façon, c'est éternel, ça, le calembour. Vous aimez aussi écrire sur les gens, laisser vagabonder votre imagination. Au collège, vous rédigez des BD et vous composez des chansons sur vos professeurs. Ouais, ça c'est ce dont je suis plus fier, c'est le détournement de chansons. C'est-à-dire avant d'être célèbre, je prends une chanson et puis pour un anniversaire, pour une fête, etc., faire plaisir à quelqu'un, on la détourne et évidemment on la chante et ça devient très émouvant. Vous auriez pu être chansonnier, parce que c'est ça le métier de chansonnier. Ouais, sans doute. Encore, j'aime beaucoup ça, ouais. Autre grande passion, Michel Bussy, les jeux de société, les jeux de cartes. Et vous en avez inventé un avec votre copain Simon. Vous avez imaginé votre propre jeu de société à l'adolescence. Ouais, ça c'était un jeu qui durait des heures. C'était un mélange de Monopoly, de jeux autour du sport. Enfin, c'était un truc extrêmement compliqué. Il y a que nous qui savions les règles, mais j'ai continué effectivement d'inventer des jeux. Mais vous avez sorti un jeu de cartes, non, en 2017 ? Ouais, qui s'appelait Brutus, qui était une version du président améliorée. Voilà, et c'est vrai que je continue de jouer aux jeux de société. C'est un truc que j'adore. C'est-à-dire que moi, je m'ennuie très vite au repas, et très vite, je suis du genre de ceux qui font bon, allez, on fait un jeu. Et bon, alors il y a ceux qui adorent, il y a ceux que ça ennuie profondément. Ils doivent être contents vos convives de voir que vous vous emmerdez avec eux. Non, mais ça va un peu leur quoi. Michel Bussy, vous passez le bac. En français, vous avez une mauvaise note après avoir traité le sujet intitulé « A-t-on encore besoin des classiques ?» Vous avez répondu non en déroulant vos arguments et ça n'a pas plu au correcteur. Apparemment non, puisque je me suis pris une gamelle. Et je continue de marteler qu'on n'a pas besoin des classiques et
qu'on dégoûte une grande partie de notre jeunesse en leur C'est faisant pas lire des vrai. classiques, y compris Molière ou y compris Flaubert. Pourtant, je suis normand. Je pense que voilà, on peut. Il y a suffisamment de très bons auteurs contemporains qui parlent de la vie des jeunes et puis après, s'ils ont envie, ils iront voir Molière, Proust ou d'autres. Mais commençons par ce qui va les passionner. Si on fait un thème sur ce sujet, je vous inviterai pour en parler. Après le bac, vous hésitez entre une fac de lettres et une fac de géographie. Vous choisissez finalement l'histoire géo parce que vous vous dites qu'enseigner cette matière sera plus sympathique que prof de français à inculquer les règles d'orthographe et de grammaire. Et puis, la passion pour les livres est toujours là. D'ailleurs, vous avez tenu une petite bibliothèque bénévolement à Pont-de-l'Arche à l'âge de 20 ans. Oui, bah c'est vrai, quand j'étais étudiant, moi, comme j'ai grandi dans cette petite bibliothèque pour tous, je me suis dit, tiens, c'est une façon de rendre les choses. C'était très sympa d'arriver à conseiller, notamment beaucoup de personnes âgées ou des gains, et de conseiller, voilà, donc à l'époque, je conseillais la bicyclette bleue, enfin, les conseillers, enfin, les Bougainvilliers, enfin, il y avait comme ça toutes ces grandes sagas, et voilà, fallait les conseiller, c'était super agréable. Les gens, ils voulaient des classiques, ils leur refilaient Régine Desforges. Exactement. La lecture et l'écriture ne vous quittent plus, mais vous allez quand même mettre l'écriture entre parenthèses durant vos études et surtout pendant la rédaction de votre thèse, jusqu'à ce que vous deveniez maître de conférence. Sitôt enseignant, vous rédigez votre premier manuscrit qui s'intitule L'Ardoise. Ça se passe sur les plages du Débarquement. Vous allez le présenter à une dizaine d'éditeurs et vous n'obtenez que des refus. Vous le rangez donc au fond d'un tiroir. Quelques années plus tard, en 2005, vous partez à Rome. Nous sommes en pleine folie d'Anne Brown, l'auteur du Da Vinci Code. Vous observez les touristes qui se promènent avec le livre sous le bras et qui rôdent autour du Vatican. Vous, ce n'est pas le Da Vinci Code que vous avez emporté dans votre valise, mais Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur de Maurice Blanc, réédité pour le centenaire. Et en le lisant, vous avez une révélation. De retour à Rouen, vous sortez vos cartes, vous recensez les lieux, vous plantez des épingles, vous tracez des triangles et vous rédigez un livre que vous baptisez Code Lupin. Vous rencontrez alors Guy Pessiot, un éditeur local qui accepte de vous publier à 500 exemplaires pour commencer. Vous faites la une du Paris-Normandie. Oui. Le livre connaît son petit succès. Localement, il sera d'ailleurs réimprimé 7 fois. Vous continuez ainsi votre chemin dans l'écriture, mais dans la région, jusqu'au festival Normandie impressionniste où vous faites la rencontre de l'écrivain Yves Jacob, qui vous encourage à vous rapprocher des éditeurs parisiens. En 2011, vous publiez Nymphéa Noire, le polar français le plus primé de l'année. C'est déjà votre 5e roman et c'est aussi votre rencontre avec le public, non plus local mais national, qui va se prendre de passion pour votre plume et vos intrigues si bien ficelées. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup. C'est la fin, merci beaucoup. C'est impressionnant, non, tout ça? Oui, moi je suis très content d'avoir commencé par un éditeur régional en Normandie avec un tirage à 500 exemplaires. Déjà, je me disais comment je vais en vendre 500. Voilà, c'est le nombre d'amis. Je me dis bon, bah ça va être dur. Et voilà, je suis très content parce qu'en fait, j'ai découvert le monde de la lecture et de la littérature par la province, par la proximité, par les libraires de province. Et ça, c'était vraiment quelque chose de... je le garde toujours en mémoire, ouais. Voilà, et avant que les gens d'Étretat nous écrivent, c'est Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Ah, Maurice Leblanc. On marque une courte pause.